Diop, nous en venons à notre deuxième invité, professeur Mamadou Aliou Diallo. Merci bien, Chérif Diop. Nous en venons à notre deuxième invité, professeur Mamadou Aliou Diallo, qui est professeur de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir, professeur, et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité à votre plateau. On va d'abord commencer par cette mesure du président de la République qui a décrété l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir qu'est-ce qu'un état d'urgence? Oui, peut-être qu'avant de répondre à la question, il faut recamper le décor parce que des esprits peut-être mal informés pourraient considérer qu'il ne s'agit pas d'une décision conforme. En réalité, la Constitution du Sénégal permet au chef de l'État d'adresser des messages à la nation. Donc le président de la République utilise cette prérogative que lui reconnaît la Constitution pour adresser un message. Maintenant, le contenu du message, c'est quoi? C'est également le fait de décréter un état d'urgence. L'état d'urgence également est prévu par la Constitution. Par conséquent, le président est dans la légalité. Alors maintenant, c'est quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est une situation exceptionnelle à l'occasion de laquelle, si vous voulez, l'ordre public peut être remis en cause, ou encore la sécurité intérieure peut être remise en cause, ou encore une question de salubrité, de calamité. Nous sommes dans le dernier cas de figure. Donc, dans ces situations-là, la Constitution permet au président de la République de prendre un décret, si vous voulez, proclamant l'état d'urgence, qui permet au chef de l'État, à l'administration de façon globale, de prendre des décisions que l'on pourrait considérer comme étant restrictives des libertés qui sont pourtant reconnues par la Constitution. Ce qui amène à la mesure qui interdit la circulation des personnes à certaines heures par jour. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de pouvoir appliquer cette mesure-là? Oui, en réalité, il faut bien comprendre c'est quoi la mesure. Oui, elle est restrictive de liberté. Et parmi les libertés, justement, la liberté de presse, la liberté d'aller et de venir. C'est dans le sens que le président de la République a dit qu'on va créer un couvre-feu qui va commencer à partir de 20 h chaque jour et il va se terminer à 6 h du matin. Ça, c'est restrictif de liberté d'aller et de venir. Oui. Mais c'est prévu par la Constitution. À situation exceptionnelle, règle exceptionnelle. Maintenant, est-ce que nous aurons les moyens? À mon avis, en principe, le président de la République ne va pas prendre une décision à la légère. Il doit avoir recueilli l'avis de la plupart des experts. Quand je dis experts, ça signifie d'abord, du point de vue de la faisabilité, les médecins d'abord au premier chef, ensuite le ministre de l'Intérieur par rapport aux forces disponibles, puis ensuite le ministre des Transports qui également régule le flux des va-et-vient pour savoir exactement nous avons les moyens logistiques. Moyens logistiques d'un côté, mais également moyens humains, moyens financiers. Le président de la République a annoncé, je crois, une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA pour faire face à ces situations-là. Maintenant, reste à savoir comment ces 1000 milliards seront programmés, ça c'est une autre chose. Mais du point de vue, je crois, est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions? Il appartient seulement au chef de l'État de pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans l'effet d'annonce? Parce que beaucoup, quand ils parlaient, voulaient que l'on aille vers cette mesure-là, puisque selon eux, cela permettrait de pouvoir diminuer la progression de la maladie. Oui, si on prend référence sur les pays qui ont déjà fait face à ces situations-là, notamment la Chine, notamment l'Italie, notamment la France, on s'est rendu compte que c'est une mesure, entre autres, qui est prise dans la plupart de ces États pour faire face. Parce qu'il faut limiter les déplacements. Dans la mesure où aujourd'hui cette maladie, cette pandémie peut se transmettre par contact entre individus, s'il n'y a pas suffisamment de déplacements entre individus, je crois que c'est une mesure salutaire. Donc en prenant la décision de faire un couvre-feu de 6 heures, de 20 h du soir à 6 h du matin, je crois qu'elle est dans ce qu'on pourrait appeler le moule, permettez l'expression, des bonnes décisions. Maintenant, l'autre question que se pose, savoir est-ce que nous avons les moyens de le faire? La faisabilité? La faisabilité, ça peut poser problème. Je dis à ce propos-là, c'est le chef de l'État qui va apprécier. La mesure en tant que telle, il ne faut pas se voiler la face, il faut la saluer. Il faut la saluer parce que plus on est léger dans la façon de gérer cette affaire-là, plus mieux on est exposé. Vous avez vu, dans les pays développés, là où on prend même jusqu'à aller des sanctions pour sanctionner des personnes qui bravent les interdits. Je crois qu'ils ont compris la mesure, ils ont pris la juste mesure de la question. Et que dit l'article L69 de la Constitution et également la loi 2969, si je ne m'abuse, qui a été citée par le président de la République quand il annonçait cette prérogative-là que lui permet la Constitution? Oui, il faut bien préciser que la Constitution, qui est la charte, qui est la norme fondamentale, c'est elle qui précise les contours généraux
de l'état d'urgence, qui disent que le chef de l'État a la possibilité de prendre l'état d'urgence lorsque certaines situations se présentent, lorsque l'ordre public est perturbé, lorsque il y a l'insécurité ou encore lorsqu'il y a une calamité naturelle grave, comme celle du coronavirus. Donc ça, c'est la Constitution qui le permet. Et donc, nommément, voilà. Deuxièmement, la Constitution dit que la durée de l'état d'urgence, c'est 12 jours. Mais si le chef de l'État s'avise qu'il faudrait donc allonger ceci, il va saisir l'Assemblée nationale pour que ce qu'il a dit hier lui autorise pour un projet de loi à proroger justement la durée de 12 jours. Autre chose, il faut considérer également que les institutions continuent à fonctionner. L'Assemblée nationale va se réunir si elle est en session. Les cours de tribunaux vont continuer à exercer leur rôle. L'administration va continuer à fonctionner. Donc ce n'est pas une mise en quarantaine de l'ensemble de la population du Sénégal, mais justement c'est dire que voici des couches qui sont vulnérables, il faut donc les cantonner dans certaines limites. Troisièmement, on vous dit que les modalités maintenant d'application de cet état d'urgence sont prévues par la loi 69-29 d'avril 1969, qui prévoit les compétences qui sont reconnues aux autorités administratives en période d'état d'urgence. Parmi ces compétences, la restriction des libertés, la liberté d'aller et de venir. L'administration a la possibilité de demander même à certains organes de presse de ne pas diffuser certaines informations, en tout cas de limiter les façons de diffuser les informations. Donc autant de dispositions qui sont prévues au profit de l'administration qu'elle n'avait pas en temps normal. Est-ce qu'on a pris le temps d'expliquer à la population justement cette disposition-là de la Constitution, puisque beaucoup aujourd'hui ont du mal à pouvoir appliquer cette mesure, non pas parce qu'elles ont envie, ces personnes, d'outrepasser l'autorité, mais tout simplement parce qu'il y a d'autres réalités qui font qu'elles ont besoin de pouvoir sortir pour aller chercher de quoi nourrir leur famille. Oui, à mon avis, on aurait dû certainement avertir la population. Mais avertir, c'est lorsqu'on est dans des dispositions de le faire également. Il y a l'urgence. Entre l'urgence, dire oui, on va donc sensibiliser la population avant de prendre la mesure. Entre-temps, le fléau va gagner du temps. Et ensuite, est-ce qu'il faut prendre la mesure de façon aussi, je ne vais pas l'appeler brutale, en tout cas, comme elle a été faite hier au profit de sur la population, il fallait choisir. Et je crois que le chef de l'État a choisi, mais je crois qu'il fallait pouvoir venir déjà. Parce qu'avant cela, on avait demandé à ce que toutes les écoles ferment. On avait interdit, si vous voulez, les réunions publiques et privées qui brassent beaucoup de personnes. Donc on voyait la chose venir. À l'époque, vous avez vu comment les choses ont évolué. Et le président l'a bien présenté son affaire parce qu'il a commencé par dire d'abord par où on a commencé. Mais l'ampleur des dégâts étant exponentielle, on s'est rendu compte que la continuité étant exponentielle, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre des mesures plus fortes que celles-là. Ça, à mon avis, c'est ce qui justifie maintenant que le chef de l'État ait pris l'état d'urgence. Maintenant, il appartient à la population également de s'approprier justement cette urgence. Parce qu'il y va de la salubrité publique, il y va de la santé publique, il y va de l'avenir du pays. Avec l'avenir du pays, on ne tergiverse pas. À mon avis, donc, c'est comme ça qu'il faudrait comprendre la chose. D'un point de vue formel, la mesure est à saluer. Certes, il y a des habitudes, certes, nous avons nos réalités. Vous trouvez des personnes qui, en réalité, ne peuvent pas satisfaire leurs besoins quotidiens. Il faut donc quotidiennement qu'ils aillent se battre pour pouvoir se nourrir au jour le jour. Ces personnes-là peuvent être prises de court. Donc ça peut poser des problèmes. Quand on dit qu'il ne faudrait pas sortir, qu'il faut confiner peut-être les gens à l'intérieur des maisons, quand on dit restez chez vous, vous trouvez des endroits au Sénégal où les personnes vivent à 10 dans une chambre. Oui. Vous les confinez dans cette chambre-là, est-ce que ce n'est pas un moyen également de propager? Donc tous ces éléments-là font qu'il faut être un tout petit peu pédagogue par rapport à la question pour voir in concreto comment en réalité régler la question de façon tout à fait pratique. Mais en attendant, il fallait prendre la mesure. Quelle est la différence aujourd'hui entre l'état d'urgence et l'état de siège? Voilà, l'état d'urgence et l'état de siège se différencient du point de vue de leurs causes, mais également du point de vue de leurs effets. Concernant les causes, j'ai déjà dit quelles sont les causes de l'état d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, lorsqu'il y a menace à la sécurité, lorsqu'il y a une calamité naturelle, le chef de l'État prend des mesures lui permettant justement de donner à l'administration certains pouvoirs. Mais toujours, dans ce cas de figure, c'est le pouvoir civil encore qui gère les activités. Contrairement à l'état de siège, dans lequel, lorsque l'État fait l'objet de prise avec l'extérieur, par exemple, lorsque à l'intérieur du pays d'abord, il y a ce qu'on peut appeler un mouvement insurrectionnel qui voudrait prendre le pouvoir ou encore qui voudrait faire sécession, ou encore lorsque le pays est envoyé par des forces étrangères. Dans ce cas de figure, c'est la sécurité intérieure et interne qui est remise en cause. Dans ce cas de figure, on pense qu'on appelle l'état de siège, parce que l'État est presque assiégé. Dans ce cas de figure, c'est l'administration
civile qui est remplacée par l'administration militaire. Donc ce sont les militaires qui vont exercer le pouvoir, ils vont s'allier avec le pouvoir civil pour pouvoir gérer les affaires courantes. Donc c'est un État qui est un peu plus rigoureux que l'état d'urgence. Et au moment actuel, dans l'état actuel des choses, est-ce que c'est une situation qui est inédite au Sénégal ou le pays a déjà eu à vivre ce genre de situation? Inédite, non. Dans les événements de 1968, ont donné l'occasion à ce qu'on décréta un état d'urgence avec le président Senghor. Avec le président Senghor. Également sous le magistère du président Diouf, avec l'événement des policiers radiés, vous vous rappelez, en 88. Il y avait eu également une situation qui a amené le chef de l'État Abdou Diouf à décréter l'état d'urgence. Voici une troisième fois où la situation qui prévaut est celle-là. Vous avez vu, dans tous les cas de figure, il y avait les trois cas qui sont prévus par la loi. D'abord, trouble à l'ordre public, dans un premier temps. Ensuite, insécurité, remise en cause de la sécurité intérieure, deuxième cas. Aujourd'hui, calamité naturelle. Donc, tous les trois cas de figure se sont présentés et à cette occasion, on a pris la bonne mesure. Donc, ce n'est pas la première fois que le Sénégal prenne, en tout cas, un état d'urgence. Et que prévoient les textes s'il y a des récalcitrants? Alors, s'il y a des récalcitrants, là, peut-être c'est la loi que les députés vont voter, qui vont permettre de prendre exactement la mesure des infractions, ensuite les sanctions qu'il faudrait prononcer. Compte tenu de l'urgence, je n'ai pas eu le temps de lire les dispositions de cette loi pour dire quel acte sera puni de quelle sanction pour le moment. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout acte qui sera contraire, en tout cas aux mesures qui seront édictées par l'administration, feront l'objet d'une sanction. Et de combien de temps disposent les députés pour pouvoir se pencher sur ce texte? En principe, étant une mesure d'urgence, l'urgence voudrait que les députés puissent se pencher sur la question dans les plus brefs délais. Encore faut-il qu'ils puissent être bien informés de la situation, les tenants et les aboutissants, de sorte que la loi soit tellement bien présentée que le vote ne posera aucune difficulté. Et je crois que lorsque le chef de l'État a eu l'initiative de convoquer les membres de l'opposition aujourd'hui pour écouter avec les oppositions parlementaires. Cette stratégie de lutte contre le Covid-19, vous répondez à son appel dans cette guerre contre le Covid-19? Merci beaucoup. Franchement, je pense que le président de la République fait un excellent travail. Et nous tous, Sénégalais d'ici et d'ailleurs, nous devons essayer de faire un excellent travail en sensibilisant, en essayant toujours d'expliquer cette situation que nous ne parvenons pas à comprendre de par sa vivacité, ses tragédies, les difficultés que ce virus amène dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un jour important que nous pouvons encore saluer. L'union fait la force. Chaque fois que les Sénégalais sont ensemble, tout ce qui arrive, on domine. Et donc je tiens à le remercier, à l'encourager, à le féliciter pour cette démarche et dire aux Sénégalais, dire aux Africains, parce que n'oublions pas que le président Macky Sall, c'est un leader, son leadership dépasse nos frontières. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est repris et considéré. Donc écoutons-le. Quand nous sommes en guerre, il y a un chef. Et ce chef, écoutons-le, accompagnons-le. Comme on dirait si wolof, bu mu ñu gën a gore. Président Youssou Ndour yaa jiite kuréel gii di fekkee ma ci boole nga bokk si ñi nga xam ne njiit réew mi dalal na leen tey ban taxawaay ngeen fas yéene amal ci wetam ngir xeex mbas mi di coronavirus. D'abord ñun dañu ànd ak président de la République waa fekkee ma ci boole ànd ak moom depuis 2011 àndaat ak moom 2019 continuer di ànd ak moom donc bokk ci coalition bi bu wootee lu mel nii dañ ciy kontaan d'abord rafetlu ko wax ne que def na liggéey bu am solo depuis bi lii dalee ci sunu kaw ndax lii dal sunu kaw nekk na loo xamee ni que yëngal na àdduna bi jaxase na rôle yi nga xamee ni que moom la ku nekk doon am ak disposition yi ñu jëloon foog ne norme yooyu rek ci ñu war a demee waaye lii delloo siwaat na xel yi ne que bala nga ne naam ne fa yaakaar naa comme ni ma ko waxee président mi ngi def liggéey bu am solo
ñun bépp sénégalais foo mën a ne na nga def liggéey bu am solo ndax président de la république Macky Sall waxam jéggi na Sénégal leadership am tax na ba lépp lu mu def dañ koy wax fépp ci monde bi am ñu koy roy kon nag Sénégal tey comme ni ma ko waxee bu ñu booloo lu ñu song daan ko te li ma gis fii tey ak taxawaay bi mu taxaw depuis bi li ñëwee dal suñu kaw moom mooy nit ñi booloo nañ ci l'essentiel ñu ngi koy encourager di ko jàppale waaye dama ni woon sax duma ci yegg si ngir dañu nekk ci période sensibilisation waaye xam ngeen ne que lii dafa am ay répercussions yu muy am ci wàllu koom-koom ci wàllu doxalin loolu tax ci sunu casquette yi nga xam ne que yàlla jox nañu ko parce que ñu ngi fi taxaw ci wàllu politique waaye bu leen réeree mbir ne que dañu am mouvement politique waaye aussi nekk leader d'opinion nekk aussi patron ci wàllu média doon artiste aussi ñu rafetlu taxawaay bi nga xam ne que président bëgg na ko taxaw pour jàppale secteurs yi nga xam ne transport ci la bokk waaye culture ci la bokk événementiel ci la bokk presse ci la bokk média ci la bokk di wax ne que loolu lu am solo la te ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ndax boo seetee secteur culturel bi tey ji nii événement yu bare taxaw na loo leen ci gis ci secteur culturel bi muy tableau yi muy galerie yi muy orchestre yi dafa am ay nit yu nekk ci ginnaaw di ci liggéey ñooñu tey depuis bi lii xewee lépp taxaw na te booleeg ñu ngi jëm ci koor gi donc dafay gën a gudd ñu ngi ñaan yàlla yamale ko fii waaye ñu ngi gërëm président di ko encourager pour wax ne que secteur yooyu impacté nañu bu baax artisanat ci la bokk transport ci la bokk tourisme ci la bokk waaye culture cosaan ak aada ci la bokk ak yeneen yooyu nag mooy waral ñu encourager ko ci li nga xam ne mooy fond bi mu teg fas yéene jàppale ko ci ànd ceeg moom ci biir ak ci biti ndax wax ji tamit am na solo ci biti pour wan àdduna bi que norme yi ñu tegoon ne foog ne moom la ñuy doxalee norme yooyu nekkatul nañu delloo si waat xel yi xalaat nit ñi xalaat ne nitam mooy garabam te mujj lépp lu nu mën a def ci nit lay dellu si loolu nag dana ko dem wax fépp fu ñu ko war a waxee taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ànd ceeg Sénégal ànd ceeg Afrique ci leadership bu président Macky Sall maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci beaucoup. Il y a des récalcitrants. Alors, s'il y a des récalcitrants, là, peut-être c'est la loi que les députés vont voter, qui vont permettre de prendre exactement la mesure des infractions, ensuite les sanctions qu'il faudrait prononcer. Compte tenu de l'urgence, je n'ai pas eu le temps de lire les dispositions de cette loi pour dire quel acte sera puni de quelle sanction pour le moment, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout acte qui sera contraire, en tout cas aux mesures qui seront édictées par l'administration, feront l'objet d'une sanction. Et de combien de temps disposent les députés pour pouvoir se pencher sur ce texte? En principe, étant une mesure d'urgence, l'urgence voudrait que les députés puissent se pencher sur la question dans les plus brefs délais. Encore faut-il qu'ils puissent être bien informés de la situation, les tenants et les aboutissants, de sorte que la loi soit tellement bien présentée que le vote ne posera aucune difficulté. Et je crois que lorsque le chef de l'État a eu l'initiative de convoquer les membres de l'opposition aujourd'hui pour écouter avec donc, les oppositions parlementaires et non parlementaires, je crois que c'est juste pour arrondir les angles, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. À mon avis, les députés doivent être bien outillés. Le président va disposer de super pouvoirs, c'est ça? De super pouvoirs. Le président, de façon globale... Il est déjà à l'autorité suprême. Oui, qu'est-ce qui fait qu'il ait encore besoin d'un projet de loi qui puisse être adopté afin qu'il puisse avoir d'autres prérogatives qui lui permettent de pouvoir exercer un prolongement ou une décision supplémentaire par rapport à la situation actuelle que nous vivons? Oui, vous savez, la Constitution confère au chef de l'État des pouvoirs généraux, mais qu'ils vont prendre dans le détail. Il faudrait maintenant que le chef de l'État puisse détailler les positions. Pour cela, il faudrait qu'une loi. Parce que c'est la Constitution même qui dit que
la mise en œuvre de l'état d'urgence est prévue par la loi, notamment la loi 69-29 dont vous avez fait état tout à l'heure. Donc précise les conditions, les prérogatives que sont reconnues à l'administration à pareil moment. Maintenant, et c'est la même constitution qui dit que lorsque le président voudrait proroger les délais de 12 jours, il faudrait justement l'autorisation de l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face. Quand on dit que la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais, qu'il exerce par le biais de ses représentants, on a dit ses représentants, c'est le chef de l'État, d'accord, mais également c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les représentants du peuple. Ce sont des décisions qui sont prises qui concernent l'ensemble du peuple sénégalais. Il faudrait qu'eux aussi qu'ils puissent donner leur avis par rapport à la question. Il a rencontré aujourd'hui l'opposition parlementaire, comme vous l'avez dit. Est-ce que cela tend à faciliter l'adoption de cette loi? Oui, la compréhension mutuelle, c'est-à-dire que les tenants et les aboutissants donc, seront déjà posés sur la table. Chacun aura donc posé ses questions. Vous avez entendu certains d'entre eux qui sont sortis, sont dit, nous avons posé des questions au président de la République, nous avons eu des réponses, nous avons été satisfaits. C'est ça qui était tout à fait important aujourd'hui dans ce cas de figure. Maintenant, la question qui n'a pas en tout cas été... qui n'a pas été, en tout cas, à la lumière des décisions qui sont sorties, des déclarations qui sont sorties, c'est d'un point de vue financier, la faisabilité. La faisabilité. Je crois qu'il y a un seul parmi les candidats, parmi les membres de l'opposition qui ont été invités, qui a eu un tout petit peu à se pencher sur la question de la faisabilité, c'est Sonko, oui, de Pastef, qui disait qu'on a proclamé 1000 milliards. Toute la question est de savoir comment organiser ces 1000 milliards. Parce que vous savez aujourd'hui que d'un point de vue financier, nous sommes dans ce qu'on appelle des systèmes de programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dotations qui se font par ministère et par service voté. Non. Aujourd'hui, on crée des programmes, ça signifie des politiques publiques. Aujourd'hui, l'occasion faisant le larron, nous avons aujourd'hui un programme qui nous est tombé sur la tête. C'est-à-dire comment faire face au coronavirus. Donc ça, c'est un programme qui intéresse qui? Qui intéresse le ministère de l'Intérieur, qui intéresse le ministère de la Santé, qui intéresse le ministère des Transports urbains, qui intéresse le ministère des Finances. Il faudrait créer un programme clair. À ce programme, il faut dédier ce qu'on peut appeler des activités, d'abord des actions. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour chacune des actions, il faut décliner les activités. Et chaque activité doit faire l'objet de crédit, ça signifie de suffisamment d'argent. C'est ça le travail nécessaire. Quand on parle de faisabilité, c'est de ça qu'il s'agit. Et ceci doit être suffisamment clair. On doit mettre cela à la disposition des députés, qu'ils puissent voter peut-être même une loi de finances rectificative, modifiant aujourd'hui le projet de loi de finances, permettant de dire exactement voici les crédits dont nous disposons et chaque sou, chaque CFA est dédié à telle affaire, pour ne pas que l'on ait à faire des dépenses inconsidérées. Ça, c'est important. Et qu'en est-il du suivi, justement, que les gens sachent que l'argent qui a été attribué ou alloué à chaque département a été utilisé à bon escient? Voilà, comme les députés, ce sont ceux-là qui sont chargés de voter la loi. Ils ont voté la loi, une loi de programme, un programme qui est dédié peut-être pour une durée pour le mois, disons, indéterminée. Ils savent justement quel crédit est affecté à telle activité. Déjà, les députés ont la prérogative, la Constitution le reconnaît, de contrôler l'exécution de la loi de finances. Donc, par conséquent, ce sont les premiers contrôleurs. Et le chef de l'État également, aujourd'hui, en tout cas, il est tout à fait pragmatique. Il va mettre en branle aujourd'hui l'ensemble des structures de contrôle de l'État pour vérifier est-ce que les opérations financières sont exécutées de façon tout à fait correcte. Il y a autre chose qui a été soulignée par Ousmane Sonko, vous disiez tout à l'heure, mais c'est en rapport avec les 200 milliards que le chef de l'État a décidé d'exonérer aux différentes entreprises qui doivent des impôts au pays. Il a tout simplement dit que selon lui, l'État devrait différencier les types d'entreprises parce que parmi celles-ci, il y en a celles qui ont fauté de fait et d'autres l'ont fait sans pour autant maîtriser peut-être ou ont été, disons, tenues par une certaine conditionnalité qui fait qu'aujourd'hui ces entreprises ne puissent pas s'acquitter de leurs obligations fiscales. Faudrait-il aujourd'hui aller vers un moratoire pour ces entreprises-là et ne pas exonérer toutes? Oui, il faut faire la part des choses, parce que quand on parle aujourd'hui de sincérité budgétaire, ce n'est pas seulement du point de vue de l'État. Il faut également que les contribuables puissent être également sincères, qu'ils puissent être sincères, ça signifie quoi? Sincères dans la déclaration de leurs revenus. Sincères, donc, parce qu'à partir de la déclaration des revenus, c'est en ce moment qu'on va faire une ponction sur le revenu pour dire voici la taxe fiscale que vous devez payer. Alors, dans ce cas de figure, si de façon délibérée, une entreprise constitue ce qu'on pourrait appeler un délinquant fiscal, oui, on ne pourrait pas lui accorder ce qu'on pourrait appeler des faveurs fiscales.
Mais les entreprises qui sont de bons élèves, permettez-moi l'expression, oui, vous pouvez mériter cette situation parce que nous sommes dans une situation difficile. Les entreprises ne travaillant pas, il n'est pas possible d'engranger vraiment des revenus. Il faudrait faire face à cette situation-là et l'État peut jouer le rôle d'intermédiaire entre ces entreprises et les banques pour pouvoir donc admettre des moratoires ou encore en tout cas des assouplissements pour le remboursement des prêts qu'ils ont consentis auprès des banques. Et le privé dans tout cela? Quand on parle, on pense au secteur public, on pense à la fonction publique et autres. Mais le privé, il y a des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas peut-être dans cette situation et qui aujourd'hui, à elles seules, arrivent à pouvoir participer à l'économie du pays. Comment faire aujourd'hui pour que cette mesure qui a été prise par le chef de l'État ne puisse pas affecter les entreprises du secteur privé? Oui, tout à l'heure quand je parlais, moi je pensais entreprise du secteur privé. Quand je pense à une entreprise qui emprunte de l'argent pour investir, mais je ne pensais pas à entreprise publique, je pensais à entreprise privée. Pour ce qui concerne ces entreprises, je dis oui, il faut sérieux, il faut voir les choses, il faut voir quelles sont les entreprises qui sont du point de vue du fisc en règle avec le fisc et quelles sont les entreprises qui peut-être ne sont pas en règle, mais qui ne le sont pas de façon tout à fait délibérée. Vous savez, en matière de fraude, il y a ce qu'on appelle l'intention. Si ce n'est pas intentionnel, oui, on peut leur permettre justement de souffler d'un point de vue fiscal. Maintenant, concernant même la fonction publique, effectivement, il faut le dire, l'État, à mon avis, a allé, je vous dire, les coups les plus franches. Concernant les entreprises publiques, concernant la fonction publique de façon globale, l'État maîtrisant son personnel, l'État maîtrisant en tout cas les activités qui sont déroulées, la question ne se pose pas à mon niveau. Le seul hic, c'était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, en restreignant, si vous voulez, certaines libertés, est-ce que certaines personnes ne puissent pas aller travailler? Quand on dit que le salaire, c'est la contrepartie d'un travail effectué, est-ce que voilà, certains fonctionnaires ne pourraient pas partir de la situation? Alors, autre chose qui m'interpelle, la loi qui va être adoptée, elle a une durée de vie bien déterminée ou elle va continuer à être effective sur le long terme? Non, l'état d'urgence, c'est un cas exceptionnel, c'est une situation exceptionnelle. Lorsque la situation va disparaître, les effets de la loi également vont disparaître et la loi disparaît avec. Maintenant, il peut y arriver qu'au moment où, par exemple, l'état d'urgence est en vigueur, que des personnes commettent des infractions, il peut arriver que ces personnes qui sont sanctionnées puissent continuer à subir les sanctions au-delà, si vous voulez, au-delà de la vie, si vous voulez, de la loi en question. Mais une loi spéciale n'a pas vocation à vivre de façon ad vitam aeternam. Autre chose, vous disiez tout à l'heure que c'est la 3e fois que le Sénégal vit ce genre de situation. Est-ce qu'après, au lendemain de l'état d'urgence, le Sénégal est arrivé à pouvoir s'en sortir économiquement parlant, puisqu'il y a des dispositions qui sont prises et que peut-être chaque département, pour en tout cas ceux qui sont concernés, dispose d'un budget bien déterminé? Est-ce qu'après cette étape-là, le pays est arrivé à pouvoir souffler à nouveau? Oui, il faut dire que dans les 2 premières situations, on s'est rendu compte que l'effort financier que l'État a fourni pour faire face à la situation a amené ce qu'on peut appeler une situation de déséquilibre budgétaire. Et je crois qu'on fera face également à ce déséquilibre budgétaire. On est déjà dans une situation de déséquilibre, je crois que le fossé va encore se creuser davantage. Mais toujours est-il qu'il appartiendra à celui qui va, permettez-moi l'expression, manager les finances publiques au Sénégal, de concert avec le ministre de l'économie pour voir comment faire en sorte que l'on puisse résorber de façon graduelle, si vous voulez, ce déséquilibre budgétaire. Quand je dis déséquilibre budgétaire, ça signifie que les recettes ne seront pas suffisantes pour faire face aux dépenses. On aurait la possibilité peut-être de faire face en demandant par exemple à la Banque centrale de nous faire des avances. Également, vous avez entendu le président Sall appeler justement les alliés du Sénégal pour en tout cas aider le Sénégal, mais tout ceci, ce sont des emprunts. Et ce qui n'est pas interdit par la loi. Le tout est de savoir est-ce que les fonds qui seront utilisés vont servir justement à financer notre propre développement, à faire face à la situation, et ensuite à réguler, si vous voulez, l'économie du pays. Et si on devait aller vers un confinement total, que dit la loi? Un confinement total, bon, je n'aurais pas souhaité que l'on puisse en arriver là, mais si d'aventure on arrivait à la situation où un confinement total aurait lieu, vous savez également, la Constitution le prévoit. On dit que l'état d'urgence peut être décrété sur tout ou partie du territoire du Sénégal, aussi bien le territoire terrestre que le territoire aérien, le territoire maritime,
Donc cette situation arrivera, je ne souhaite pas qu'elle arrive, mais si d'aventure l'arrivée, on va prendre également les mesures idoines en fonction des moyens dont nous disposons. Ouais. Est-ce que sur le plan juridique, on dispose du cadre qui puisse nous permettre aujourd'hui de pouvoir l'appliquer si toutefois ça devait arriver? Le cadre juridique, c'est celui-là, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui prévoit cette situation-là. Je dis que l'état d'urgence peut être déclaré, peut être décrété sur tout ou partie du territoire. Quand on déclare l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire, quand on confine, parce que je ne l'avais pas dit certainement, il peut arriver que l'on assigne à résidence une partie de la population, comme toute partie de la population, si tant est. Aujourd'hui, c'est la dernière solution. C'est tout à fait envisageable. Oui. Mais, à mon avis, ça, c'est une situation qui pourrait arriver. Je ne souhaite pas qu'elle arrive. Mais si elle arrivait, il y a encore des moyens juridiques permettant justement de faire face. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup, professeur Mamadou Aliou Diallo, qui est professeur de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.